Passation de pouvoir en Allemagne, Angela Merkel quitte son poste et passe la main à Olaf Scholz. Le social-démocrate a été élu ce matin au Parlement. Le nouveau gouvernement a prêté serment. Nous irons à Berlin retrouver Anne Maillet et en plateau avec Bruno Darou. Emmanuel Macron, lui, est en campagne. Le président est attendu à Vichy, capitale du régime de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Un déplacement et un message adressé au candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour. Et puis ce fiasco à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le Saoudien arrêté hier n'a pas tué Jamal Khashoggi. L'homme était accusé d'être membre du commando. Il doit être libéré. On retrouvera Karim Akiki. Bonjour à tous, il est donc le nouveau visage de l'Allemagne. Olaf Scholz, 63 ans, prend les rênes du pays pour 4 ans. Social-démocrate, il gouvernera avec les Verts et les libéraux. Une coalition inédite outre-Rhin et il succède donc à la très populaire Angela Merkel. Après 16 années de pouvoir, elle tire sa révérence sous les applaudissements. On va suivre donc cette passation de pouvoir qui commence. Angela Merkel donc s'installe au pupitre, Anne Maillet. C'est donc l'heure de la passation. Et ça se déroule donc en ce moment à la chancellerie. Oui, Olaf Scholz qui est accueilli à la chancellerie par la chancelière sortante Angela Merkel qui lui remet en quelque sorte les clés de la maison. Alors il s'agit d'une formalité puisque vous l'avez rappelé, le nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz a été élu par les députés du Parlement aujourd'hui. Il a prêté serment devant le Bundestag comme l'ensemble des ministres de son gouvernement. Olaf Scholz qui seront donc maintenant à la chancellerie pour cette passation de pouvoir qui marque bien évidemment un moment très important pour les Allemands. C'est la fin de l'ère Angela Merkel, 16 ans de pouvoir et 4 mandats. Mais il faut dire que ce n'est pas non plus un inconnu qui entre dans ce haut lieu du pouvoir en Allemagne. Vous le savez, Olaf Scholz a été ministre du Travail sous la première grande coalition d'Angela Merkel. Il a ensuite été ministre des Finances et vice-chancelier du gouvernement sortant d'Angela Merkel. C'est quelqu'un qui connaît donc déjà bien les lieux et qui aujourd'hui prend donc les clés de la chancellerie. Angela Merkel, quant à elle, doit quitter les lieux vers 15h30. Anne Maillet, restez avec nous. On suit donc cette passation de pouvoir avec Bruno Darou également. Bruno, c'est donc vraiment la fin de l'ère Merkel. C'est sa dernière prise de parole publique après 16 années de règne, 4 mandats et un taux de popularité énorme, 72%. Oui, celle que les Allemands appellent Mutti, maman, part avec une popularité incroyable, plus de 70% de bonnes opinions. Bien des dirigeants rêveraient d'un tel score à la fin de leur mandat, et en plus c'est la fin de son 4e mandat. Donc oui, Angela Merkel, malgré toutes les crises qu'elle a connues au cours de ces 16 ans, la crise économique, la crise migratoire notamment, la crise évidemment de la pandémie de Covid, a tenu bon, parfois contre son opinion, notamment au moment de la crise migratoire, quand elle disait aux Allemands, si, on peut le faire, on y arrivera, on va accueillir 1 million. Voilà, 1 million de réfugiés sur notre sol. Et au bout du compte, ça a été payant, un style solide, sans effet de style, justement, sans grandes envolées lyriques, un peu à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres pays, vous voyez, comme le nôtre, par exemple. Et finalement, ça paye, elle part sur cette popularité incroyable. Ah non, on sait ce que va faire Angela Merkel maintenant, c'est la retraite ? Mais écoutez, Angela Merkel l'a dit et répété, après 16 ans à la chancellerie, la vie politique c'est fini. Plusieurs personnes de son entourage nous ont confirmé ces derniers mois et ces dernières semaines qu'on ne la retrouverait pas sur la scène internationale et européenne. Et elle-même, toujours aussi discrète, s'est contentée de dire dans une interview qu'elle prendrait le temps de lire et de dormir avant de se projeter dans l'avenir. Donc une retraite, semble-t-il. Voilà l'image donc d'Angela Merkel aux côtés d'Olaf Scholz, bouquet à la main. Voilà Angela Merkel donc qui tire sa révérence et Olaf Scholz qui va s'exprimer devant les Allemands. Il n'y aura pas de période d'adaptation, Anne Maillet, puisque il y a un gros sujet brûlant qui est déjà sur la table d'Olaf Scholz et de ses ministres, le Covid-19 qui est le maître du temps aussi en Allemagne.
Oui, effectivement, le nouveau gouvernement doit faire face à ce défi immédiat, la crise sanitaire. L'Allemagne est frappée de plein fouet parce qu'il constitue ici la 4e vague de Covid. Les autorités sanitaires font état aujourd'hui de plus de 69 000 nouvelles infections et de plus de 500 décès liés au Covid en 24 heures. La situation est donc dramatique et le nouveau chef du gouvernement allemand, Olaf Scholz, doit d'ailleurs dès demain rencontrer les chefs de région pour décider et mettre en place des nouvelles restrictions pour endiguer cette pandémie. Par ailleurs, vous le savez, le nouveau gouvernement avait déjà annoncé ces derniers jours qu'il souhaitait instaurer également une obligation vaccinale pour l'ensemble de la population. Et cette obligation vaccinale va elle aussi faire l'objet de débats au Bundestag dans les semaines qui viennent afin d'entrer en vigueur au mois de février ou de mars 2022. Merci beaucoup Anne Maillet depuis Berlin. La passation de pouvoir, donc Bruno, qui se poursuit à la chancellerie. C'est vrai que donc le premier défi pour Olaf Scholz sera de lutter contre la pandémie. Il a la grande responsabilité de lutter contre le Covid, a dit le président Steinmeier. Olaf Scholz qui ramène les sociodémocrates au pouvoir après des années dans les coalitions Merkel. Oui, notamment ces dernières années dans la grande coalition, puisque Olaf Scholz lui-même a été ministre des Finances d'Angela Merkel, vice-chancelier depuis 4 ans. Donc en fait, comme le disait effectivement Anne Maillet, il connaît très bien la maison. C'est là le grand retour des sociodémocrates au pouvoir, avec une coalition un peu inédite. C'est du jamais vu depuis les années 50 en Allemagne. 3 partenaires pour une coalition, donc les sociodémocrates, les Verts et les libéraux, qui ont négocié pendant plus de 2 mois pour sortir leur programme de gouvernement. Ça n'a pas toujours été facile parce que chacun évidemment voulait porter son agenda, mais au final ça donne un programme assez ambitieux, quoique un programme qui pose aussi des questions, puisque finalement il y a pas mal de mesures sociales, sociétales, et puis ça c'est la patte un peu des libéraux. Il y a aussi le retour de la rigueur budgétaire. Donc comment financer toutes ces mesures, c'est un peu la question. Les prochains jours seront bien sûr chargés pour le nouveau chancelier. Visite à Paris et à Bruxelles vendredi pour Olaf Scholz. Le couple franco-allemand change de visage. Est-ce que la passion reste la même ? Alors, la passion, je ne sais pas, parce que Olaf Scholz, il est un peu dans le même style. De ce point de vue, ce sera, comme on dit ici, le changement dans la continuité. Il est un peu dans le même style qu'Angela Merkel, pas de grandes envolées lyriques, pas de grands effets de manche, mais du sérieux, on parle sobre, on agit sur tout. Mais effectivement, le couple franco-allemand, alors ça c'est l'expression française, les Allemands, eux, ils parlent d'amitié, simplement. Ils sont là encore un peu plus réservés. Voilà. Nous, on aime bien s'embrasser, etc. Enfin bon, le moteur franco-allemand, en tout cas, évidemment, reste absolument essentiel. Et plus sérieusement, à quelques semaines maintenant du moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne pour 6 mois, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron que de voir arriver Olaf Scholz à la chancellerie. D'abord parce que les deux hommes se connaissent bien. Olaf Scholz était ministre des Finances donc pendant la pandémie de Covid, et c'est lui qui aurait convaincu Angela Merkel d'accepter le fameux prêt mutualisé à 800 milliards d'euros que réclamait absolument Emmanuel Macron. Donc c'est plutôt un bon départ pour les deux hommes. Et puis plus globalement, le programme gouvernemental affirme l'importance du développement de l'Europe, d'une impulsion même fédéraliste pour l'Europe et d'une Europe souveraine, autant de mots que pourrait reprendre tel quel finalement le président français. Merci beaucoup Bruno Darroux. Et voilà, c'est déjà terminé. La transition, la passation de pouvoir était courte et carrée en Allemagne. Angela Merkel donc s'en est allée. Elle a passé la main à Olaf Scholz. Et si vous êtes nostalgique de l'ère Merkel, eh bien rendez-vous sur france24.com. Sébastien Sept nous a préparé un web documentaire qui revient justement sur les 16 années de la chancelière. Merkel qui s'en va, mais rien ne change en apparence puisque Olaf Scholz, on l'a dit, réserve son premier déplacement à Paris. Il rencontrera vendredi à l'Élysée Emmanuel Macron. Le président français qui a salué son élection, il promet d'écrire la suite ensemble. Encore lui faudra-t-il d'être réélu. Le président n'est toujours pas candidat, mais il est clairement en campagne. Il prévoit d'aller à Vichy ce mercredi. Et avant son déplacement, il a prévenu « Gardons-nous de manipuler l'histoire », a dit Emmanuel Macron, une allusion claire à Éric Zemmour qui a réécrit la Seconde Guerre mondiale. Lui avait affirmé que le maréchal Pétain avait protégé les juifs français et donné les juifs étrangers. Alors que dit l'histoire de Vichy ? Jeanne Assouli est allée sur place.
Difficile en évoquant Vichy de glisser sous le tapis les 4 années noires de son histoire. De 1940 à 1944, Vichy devient la capitale du régime de Pétain. Un régime xénophobe et antisémite. Depuis, seuls 2 présidents de la République s'y sont rendus. La dernière visite, c'était celle de Valéry Giscard d'Estaing en décembre 1978, mais à aucun moment il n'évoquera le régime de Pétain. En revanche, 19 ans plus tôt, la venue du président Charles de Gaulle à Vichy revêt un symbole particulier. Pour lui, l'homme de la France libre, déchu et condamné par le gouvernement de Vichy, l'heure était au rassemblement. Il y a un peu d'émotion pour moi à me trouver officiellement à Vichy. Vous en comprenez les raisons, mais nous enchaînons l'histoire. Nous sommes un seul peuple, quoi qu'il nous soit arrivé. Les péripéties ont pu être ce qu'elles furent, les événements ce qu'ils ont été. Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je l'ai dit. Emmanuel Macron sera cet après-midi le 3e président de la République à s'y rendre. Pour cet historien, cette visite n'est pas un hasard. Le passé joue un rôle crucial dans la campagne actuelle parce que c'est à partir de la lecture qu'on en a qu'on peut imaginer la France de demain. Donc Vichy, c'est un moment dramatique, c'est un moment de tension extrême et c'est là-dessus que les débats portent depuis plusieurs décennies et c'est pour cela que Emmanuel Macron veut porter son propre regard sur l'histoire de Vichy. Ici, les Vichysois n'oublient pas l'histoire, mais souhaitent tourner la page. L'histoire, c'est l'histoire. On ne va pas gommer l'histoire, mais on va faire autre chose et on va dépasser ça. Et surtout pour toutes les générations à venir. 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Vichy, c'est un passé qui ne passe toujours pas. Le fiasco au lendemain de l'arrestation d'un Saoudien à l'aéroport Charles de Gaulle. Un homme a été placé hier en rétention judiciaire. Il était soupçonné d'avoir participé au meurtre de cet homme, Jamal Khashoggi, tué en Turquie en 2018. Depuis, Riyad crie à l'erreur et demande sa libération. Eh bien, Riyad a raison. Écoutez Karima Kiki. Rétro-pédalage de la part des policiers qui l'ont arrêté à la police des airs et des frontières. Il y a eu apparemment, d'après les informations dont nous disposons, erreur sur la personne, c'est un homonyme qui a été arrêté. Les Saoudiens l'avaient fait savoir dès hier soir. C'est pour cette raison que les policiers ont pris le temps de vérifier son identité d'abord et puis de vérifier sa filiation. Car pour pouvoir affirmer qu'une personne est celle qui je veux dire la bonne personne, eh bien il faut voir son affiliation, ça a pris du temps. En tout cas, c'est le procureur, le dossier a été transmis au procureur qui a pris la main, parce que c'est la Cour d'appel de Paris qui est compétente en matière d'extradition. Eh bien on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne personne qui était arrêtée, même si cette personne a fait sonner l'alerte d'Interpol. D'ailleurs, ça pose question sur cette alerte, depuis quand elle a été émise. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à avoir la réponse, car apparemment, ce monsieur qui a été arrêté à Paris n'en était pas son premier voyage. Il avait déjà voyagé en France, il était déjà rentré et sorti en France sans qu'il soit inquiété. Cette fois, les policiers ont cru que c'était lui. Eh bien, ils se sont trompés d'après le procureur de la République. Il est libéré, il pourra revenir en Arabie Saoudite dès qu'il le souhaite. Le Covid pourrait gâcher la fête des Jeux de Pékin. Il ne sera pas le seul. Après les Américains, les Britanniques et les Australiens annoncent à leur tour un boycott diplomatique. Ils ne viendront pas pour ces JO d'hiver. La raison avancée est la même que celle de Washington, la question des droits de l'homme. Les Australiens absents, tout le monde s'en fiche, répond Pékin. Écoutez. La Chine n'a invité aucun représentant du gouvernement australien aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Tout le monde se fiche de savoir s'ils viennent ou non. Leur politique politicienne et leurs petits jeux ne changeront rien à la réussite des Jeux olympiques. Cela montre aussi aux yeux de tous que le gouvernement australien suit aveuglément les pas d'un certain pays dans chacune de ses étapes, au point de ne pas distinguer le bien du mal. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans un quart d'heure, à tout à l'heure.